Alors, il faut dire exactement, c'était une période où la Côte d'Ivoire était instable et nous, on avait voilà, des visions, on voyait que les choses n'allaient pas aller. Et le En 1er quelle année janvier ça? de ça, nous étions maintenant en 2000. D'accord. Alors, on a vu que ça n'allait pas. Ainsi, moi, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Mais attends, qu'est-ce qui vous indiquait que ça n'allait pas? Il y avait toujours au fouet à cette époque. Non, non, il n'y avait plus au fouet parce que c'était déjà après le coup d'État du général Gueye. Ok, ah, ok, très bien. Le général avait pris le pouvoir et on voyait qu'au niveau des élections, il y avait des tergiversations qui se faisaient. D'accord. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et les étrangers étaient de plus en plus vus. Et il faut dire que même dans mon lieu de travail, j'ai vécu du racisme. Donc rien ne m'encourageait à rester. Pourtant, vous étiez né en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute ma formation professionnelle avec des collègues, avec des gens qui, euh, nous avons travaillé ensemble, nous sommes côtoyés. Et puis à un certain moment, du coup, on te dit, va chez toi. Est-ce que c'était un peu déjà lié avec Ouattara ou pas du tout? Et Ouattara est en train de rentrer dans la politique. Et justement, c'était la rentrée de Ouattara qui faisait que les étrangers étaient mal vus. C'est ça, Parce qu'on disait que c'était un Burkinabé, c'est ça. vous, Moitié voilà, vous, burkinabé, pas très, euh, pas voilà, assez ivoirien. voilà, pas assez ivoiriens, donc nous étions tous mal vus. Hmm. Et moi, j'ai décidé de passer par le Libéria avec mes petites économies pour rentrer aux États-Unis parce que au Libéria, justement, il y avait cette possibilité de voyager aux États-Unis de façon facile. D'accord. Et une fois arrivé au Libéria, ce que je n'avais pas compris, c'était un pays qui venait de sortir de la guerre. Hmm. Il y avait aussi des problèmes un peu partout. Le pays était désorganisé. Donc, ça ne pouvait pas aller. Mhm. Et je me suis dit, de là, je m'en vais, il faut rentrer au Mali. Du Mali, je me suis retrouvé en Guinée-Bissau. Et de Guinée-Bissau, j'ai pris la direction de la Mauritanie. De Mauritanie, je me suis retrouvé au Maroc. Tout ça pour essayer d'aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, Là, vous tout prenez la ça, direction pour aller en France. voilà, là, pour aller en Espagne. Et là, D'accord. maintenant, c'était dans le but maintenant de me perfectionner euh, dans mon travail. Et lorsque Vous, je vous, suis arrivé vous, en... vous restiez où en changeant de pays comme ça? Ben, ce qui était avantageux pour moi, c'est que à chaque fois que j'arrivais dans un pays, je cherchais toujours une pâtisserie qui était justement ma profession. Je cherchais le travail, j'expliquais que voilà, on n'avait pas besoin de me payer comme les autres, même si j'étais sous-payé, cela ne me posait pas de problème. Et je restais le temps juste d'avoir de l'argent pour continuer. Hmm. C'est ainsi, par exemple, au Mali, j'ai juste fait un mois, le temps de percevoir le salaire du mois et de me retrouver en Mauritanie. D'accord. Et arrivé au Maroc, là, j'ai franchement pris du temps, facilement dans les 8 mois, parce qu'il fallait attendre les passeurs qui te trouvaient un bateau pour traverser le détroit de Gibraltar. D'accord. Et c'est là Là où, c'était déjà une motivation légale ou pas légale, vous voulez passer. oui, il fallait coûte que coûte que je passe. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était impossible. Pourquoi impossible? Impossible parce que déjà la Côte d'Ivoire brûlait. OK. La Côte d'Ivoire était en feu. Oui, Parce que déjà en février, il y a eu une tentative de coup d'État. oui. Mais je veux dire qu'il y a, Et il y a d'autres pays. il y avait d'autres pays. Pour moi, j'étais déjà euh, sur la rive à 15 km de l'Espagne, ce qui me donnait déjà
l'espoir que mes efforts seront payés bientôt. D'accord. Vous avez votre vision, donc vous poussez votre Oui, vision, il faut que coûte, vous l'atteignez. absolument. D'accord. Et entre-temps, il faut dire que j'avais quand même des petits boulots dans la pâtisserie que je faisais au niveau du Maroc, Hmm. que je pouvais rester et refaire ma vie parce que le Maroc est un pays ouvert. Ils n'ont pas de problème de racisme, ils reçoivent tout le monde. Hmm. Mais chez moi, l'Eldorado, c'était l'Europe. D'accord. Ma destination, c'était ça. Et vous avez pu Ainsi, passer. une nuit, il y a un ami qui m'a appelé et dit, écoute, il paraît que ce soir, on va pouvoir partir. L'ami m'appelle, il me dit, André, ce soir, nous allons pouvoir bouger. OK, on s'est préparé. Il faut dire que nous étions dans la forêt. On s'est préparé toute la nuit. Pour nous, c'était un grand bateau qui venait. On n'avait pas compris que c'était une petite pirogue. Waouh. Et autour de 1 heure du matin, ils sont arrivés. Euh, la pirogue était bondée presque de plus de 120 personnes. 120 personnes. Oui, ça, c'est des, c'est des scènes que je refuse de revoir, mais On va qui font passer partie de rapidement moi. là-dessus. On va passer rapidement là-dessus. Oui, qui me reviennent chaque fois. Et quand nous avons bougé, vous savez, c'est une zone où les vagues sont tellement fortes que lorsque nous avons fait autour de 5 kilomètres, le bateau a été pris dans les vagues. Nous avons été remontés sur presque, je vais dire, au moins 50 mètres. Et lorsque le bateau est redescendu, nous sommes rentrés dans un creux et en remontant presque, le bateau était vide, quoi. Beaucoup On ne pouvait sont pas tombés. s'arrêter. Oui. Ouais. Et on ne pouvait pas s'arrêter. À ce moment, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui m'amène ici? Ça fait déjà 4 ans que ma famille n'a aucune nouvelle de moi. Personne ne sait là où je suis. Et ainsi, je vais finir ma vie de cette manière-là. Et là, j'ai réalisé franchement comment j'étais en danger. Et nous avons été repris comme ça jusqu'à 2, 3 reprises. Et nous avons atteint euh, le large de l'Espagne, les côtes de l'Espagne. Et une fois on est descendu, aussitôt on a été arrêté par les gardes. Donc, on ne pouvait rien faire. Et de là, en ce moment, c'était vraiment intransigeant. Et moi, j'ai été redébarqué sur Dakar. Ah bon? Oui, j'étais renvoyé sur Dakar. Parce que physiquement, quand on me voyait, on dit, lui, c'est un Sénégalais. Renvoyé le sur Dakar. J'arrive à Dakar, 1er Comment? Par janvier. bateau, par quoi? Par Oui, non, avion? non, 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 par avion quand on est arrivé à OK. Dakar. On m'a débarqué à Dakar. D'abord, déjà, la langue, je ne comprenais pas, le Wolof. Je ne savais pas où dormir parce qu'il faut dire que le Sénégal, c'est quand même très compliqué. Et pour ceux qui connaissent Dakar, moi, j'ai passé mes nuits à la place de l'indépendance à Dakar. Une température, je ne vous dis pas, c'était l'hiver. Hmm. Voilà. Alors, rapidement, j'ai eu le contact d'une dame libanaise qui m'a pris, qui m'a amené sur presque 100 kilomètres de Dakar à Thiès. Et c'est là où elle m'a placé dans sa pâtisserie. Je dormais sur le lieu du travail. Et 2 ans après, avec mes petites économies, j'ai décidé de monter ma boîte. Et effectivement, j'ai monté ma première pâtisserie au Sénégal, à Thiès, qui s'appelait la pâtisserie Arc-en-Ciel, où j'employais 7 personnes. On était à quelle année là? Et là, nous étions en 2007. Et vraiment, sur 2 ans, c'était les beaux jours pour moi. Tout le monde m'a connu à Thiès. C'était une entreprise extraordinaire. Je faisais un boulot extraordinaire. Les gens venaient apprendre chez moi. Euh, Même la première dame du Sénégal, quand elle venait dans notre région, c'est chez moi qu'elle mangeait.
Et jusqu'en 2009, où le Sénégal aussi a commencé à connaître une crise, c'est ainsi que j'ai décidé de rentrer au Burkina Faso, chez moi, parce qu'on dit toujours, on est mieux chez soi. Ainsi, je suis revenu en 2009, en mai précisément, dans mon pays. Donc, vous dites dans mon pays, en ayant vécu un peu partout, n'est-ce pas? Oui, Mais oui. vous vous sentez bien au Burkina Faso plus que dans n'importe quel autre pays. Oui, ça c'est ce qui m'a été la surprise de ma vie. Parce que quand je suis revenu au Burkina Faso, j'ai constaté que ceux qui étaient restés dans le pays, ils n'avaient pas eu de formation, le métier n'avait pas évolué, mais par contre, la personne d'André avait évolué. C'est ça. C'est ça. Et c'est ainsi que lorsque je suis allé dans une boulangerie la baguette du Faso qui faisait uniquement que du pain, j'ai proposé mes services. Ils m'ont dit tout de suite que non. Si c'est pour faire les produits qui sont vendus sur place, c'est pas la peine. Mais quand ils m'ont mis en essai, ah non, c'était des produits de qualité qui sortaient. Donc, du coup, au bout d'un mois, euh, le chiffre d'affaires de la boîte a explosé. Toute la capitale, la ville de Ouagadougou, se retrouvait chez nous. Et on était devenu la référence. Voilà. On était devenu la référence. Tout le monde courait vers nous. Et effectivement, quand tu rentrais, tu voyais le rayon, c'était comme, voilà, il y a d'autres qui demandaient au patron s'il avait recruté un Européen. Oui, oui, Donc, vos tellement. péripéties à gauche, à droite vous ont bien servi. Ils m'ont servi, ils m'ont servi, ils m'ont D'accord. servi. D'accord. Et ça n'a pas été vain. Et déjà, le fait que je sois revenu sur le Sénégal, je pense que ça a été le déclic. Parce que déjà, l'Europe est saturée. L'Europe est saturée, il faut le dire. Oui, il faut le dire, oui. Moi, je partais en Europe, je n'apportais rien de plus en Europe. Ben, vous pouvez Je apprendre. n'apportais rien. Oui, oui. Et justement, c'est quelque temps où j'ai quand même, avant de revenir, j'ai appris un peu. Mais moi, je n'apportais rien de plus. Mais au Sénégal, par contre, ce que j'avais appris un peu partout a servi. C'est ça. Donc, c'était une expérience pour moi, une belle expérience. D'accord. Voilà. Bon. Revenons au jeune André qui se posait la question, qu'est-ce que c'est le Mm. chocolat? Quand est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette question? Et lorsque vous avez fait cette découverte, qu'est-ce que ça vous Mm. a amené? Déçu, très content? Il faut dire que déjà, la question a trotté quand même jusqu'à ce que je sois formé comme chocolatier. Dans mes trains-trains de tous les jours, je percevais mon salaire, jusque-là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et jusqu'à ce que je sois euh, euh, sacré champion d'Afrique, où j'ai fait la connaissance d'une grande dame suisse au nom d'Isabelle Chevalet. Cette dame qui est en quelque sorte euh, à la recherche des élites pour les lancer, des jeunes pour les lancer, a fait ma connaissance. Et elle a fait ma connaissance, elle a regardé mon CV, elle a vu que j'étais champion d'Afrique. Elle a tout de suite dit, ce jeune homme, je peux compter sur lui. Et pendant que on devrait, il faut dire qu'au moment où je devrais la rencontrer, le jour de notre rendez-vous, j'avais les mêmes heures de rencontre avec le Premier ministre de notre pays pour lui présenter mon trophée.
Et à un certain moment, j'ai laissé ma délégation au premier ministère Ah, et j'ai demandé à sortir. On dit, mais André, bientôt le premier ministre va te recevoir. Tu vas où? Je dis non, je vais juste à côté, j'arrive. Et je suis allé au rendez-vous de cette dame. Je suis allé la rencontrer. Et dans nos échanges, elle me dit, André, dans le mois de juin, je t'invite en Suisse. Waouh! hmm, ça valait le J'ai dit, coup. non, c'est un rêve. Hmm, Vous ne me connaissez même pas. Elle dit, je t'invite dans 3 mois en Suisse. hmm, Je t'envoie le billet. hmm. Et elle me dit, à 18 heures, je prends mon vol, je vais en RDC. Donc, en 20 minutes, on avait déjà fini notre rendez-vous et je suis revenu rencontrer le Premier ministre. Et les 3 mois arrivés, euh, je suis allé pour demander le visa. Et on m'a dit, Monsieur Bayala, écoutez, le visa, il fallait le déposer un mois à l'avance. On ne peut pas traiter votre dossier. En ce moment, il y avait l'ambassadeur de la Belgique qui passait. Et quand il a entendu que je m'engueulais, je m'en prenais avec les femmes, les dames, il s'est arrêté. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passait? Je l'ai expliqué brièvement. Je dis, je vais aller en Suisse. Il me dit, ben, tu vas faire quoi en Suisse? Je dis, je vais me former. Dans quoi? Je dis, dans le chocolat. Il était surpris qu'un Burkinabé qui va se former sur le chocolat à Genève. Il m'a appelé dans son bureau. Je me suis assis. Il dit, ben, écoute, je te crois. On va te donner le visa. Tu vas te former et reviens. Parce que tu as plus à gagner en revenant qu'en restant là-bas. Et le même jour que j'ai déposé, le même jour, j'ai eu le visa et le même Wow. soir, j'ai décollé pour la Suisse. Et là, c'est quelle ville en Et Suisse? à Genève, OK. j'étais à Genève, j'ai habité à Genève et c'était à Versoix. Je devais me Ouais, former. ouais. Et ce qui m'a frappé quand j'ai atterri en Belgique, jusque-là c'était normal, j'ai pris l'avion de Bruxelles pour rejoindre Genève. Je dormais dans l'avion. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais le seul Africain noir. Ça m'a fait rigoler quand même. Hein. Parmi tout ce beau monde, j'étais le... Non, non, mais là, j'ai compris tout de suite que je suis en train de changer de monde. C'est ça. Ouais, Et c'est là que je suis arrivé à Genève ouais. euh, avec un gros projet d'ouverture d'une usine de fabrication de chocolat. Mhm. Et mon ami chez lequel je suis arrivé, qui était journaliste à la RTS, m'a amené à Versoix pour rencontrer mon patron, mon formateur. Ouais. Qui s'appelle Et il s'appelle Marc-André Cartier. et qui travaille chez Fabergé. Non, il travaille, il avait son entreprise à lui. D'accord. Et actuellement, il est sur Favarger. Ouais. Et à ma grande surprise, je vois Marc-André Cartier qui avait ses croissants en main, qui va les vendre. Et on me dit, c'est lui qui doit me former. Je dis, mais attends. Il dit, oh bon, lui, il n'a pas le temps, tu rentres dans la voiture, on va échanger en cours de route. Et en cours de route, on a échangé. Ben, finalement, je lui ai posé la question, est-ce que c'est toi le patron de la boîte? Il a rigolé, il me dit oui. Pourquoi cette question? Je dis non, mais chez nous, le patron ne vend pas de croissants. Il a rigolé, il dit non, avec le temps, tu vas comprendre. Et c'est ce monsieur-là qui a, qui a en quelque sorte fait ma vie, qui a transformé, qui a mis de l'or dans ma vie, qui a fait de mes doigts du diamant, qui m'a refait totalement, qui m'a formé sur 30 jours. Et le 30e jour, quand j'étais en train de le quitter, il est rentré dans son grenier, il a sorti tous les moules de son arrière-grand-père. Il m'a dit, André, voilà ce que j'ai pour toi. Il m'a donné des moules, tout ce que j'ai comme matériel aujourd'hui. C'est ce monsieur qui a mis ce matériel à ma disposition. Et je suis rentré à Ouaga à la date indiquée. Les Voilà. Suisses sont très généreux. Très, 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 très généreux. Et non seulement ils sont généreux, et ils sont honnêtes.
Oui, Ils sont honnêtes oui, parce que ce monsieur, il m'a appris le métier comme s'il me connaissait avant. oui, Alors que vous savez que nous, dans notre corporation, il y a le secret de fabrication. oui, c'est ça. Oui, Il n'a pas, il m'a donné le métier, il m'a dit, eh, va réussir, je te souhaite le meilleur au monde. oui, oui. Voilà. Ils ont compris qu'en donnant, on reçoit aussi. Absolument. Ouais, Et cette dame qui m'a fait venir à Genève et qui m'a donné cette possibilité de m'installer, elle m'a accompagné après avec du matériel jusqu'au Burkina. Elle est venue, elle m'a aidé à installer l'entreprise, tout et tout. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, je lui dois tout. Et elle me dit en même temps, André, tu fais ma fierté, tu as fait ma fierté, tu as répondu à mon appel. La perche que je t'ai tendue, tu as su la prendre. Et voilà, aujourd'hui. Voilà. ouais. Alors, Et, on va rapidement dire ce que c'est mm, ton entreprise, Chef André. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Essayez de nous le décrire un petit peu.